premier panéliste qui peut monter ici sur scène. Dans un tonnerre d'applaudissements, tout le monde, veuillez accueillir Frédéric Cherki. Alors, maître de conférence à l'Université de Lyon. Et j'ai déjà fait de la bio, oui, je n'allais pas la faire. T'es le seul. Il se passe de présentation. J'ai redit son titre une fois là, pour que vous vous rappeliez. Vous savez, c'était notre conférencier d'honneur ce matin. Ouais. D'accord. Celui qui a dépassé le temps. On n'est pas sorti du bois. Alors, la seconde, toujours rigoureuse, Danielle Dagenet, professeure titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Dans un tonnerre d'applaudissements, venez vous asseoir, madame. Alors, Danielle, je vais la présenter quand même parce qu'elle n'a pas présenté ce matin encore. Alors, Danielle enseigne le seul cours universitaire en phytotechnologie au Québec. Hein? On en a inclus quelques séances à l'INRS dans des cours d'adaptation et développement durable, mais ce n'est pas un cours complet comme toi tu fais. Là. On n'est pas encore rendu là. Cégep à Saint-Hyacinthe, je pense. Deux cours à Saint-Hyacinthe par Claude Vallée. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, les micros, il y a quelque chose contre toi. Elle est membre du comité scientifique du colloque Novatech, dont on nous a parlé à Lyon en 2023. Conférence internationale sur les stratégies et solutions pour une gestion durable de l'eau dans la ville. Et donc, je refais ta publicité. Là, j'ai vu les flyers sur les petites tables ce matin. Et elle est fondatrice et directrice du nouveau laboratoire sur les infrastructures vertes et bleues. Alors, Danielle, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. La prochaine personne à monter au banc des accusés, c'est Michel Rousseau, architecte paysagiste chez Rousseau Lefebvre. Alors, on applaudit tout le monde. Je vais venir m'asseoir à côté de toi. Ça fait comme super intime. C'est comme si on était tout seuls ensemble. Alors, Michel... c'est privé. J'allais dire, tu es dans une pratique privée, c'est ça? C'était ça mon texte en plus. Depuis 30 ans. Donc, tu as été intronisé à l'Ordre des associés, la plus haute distinction au Canada en architecture du paysage, et tu as reçu le prix Frédéric Todd de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Non, mais, hein? Tu sais, quand on vous a dit des experts consultations gratuites, là, profitez-en, retenez vos questions. Il a siégé sur de nombreux conseils d'administration, tant dans le domaine de la santé, de l'environnement qu'en économie. Il y a aussi siégé au conseil d'administration de la SQP, c'est là que je t'avais rencontré, pendant quelques années, dont 2 à titre de président. Chez Rousseau Lefebvre, il agit à titre d'expert reconnu en infrastructure verte et en biophilie. Et il travaille avec des clients de la firme à créer des milieux de vie sains, durables et performants. Alors, merci, Michel, d'être avec nous. Là, je ne pourrai plus m'asseoir à côté de la prochaine personne. Je vais descendre en bas. La quatrième personne, et non la moindre, on a une représentante du milieu municipal avec nous aujourd'hui. Donc, j'inviterai Danielle Saint-Jean, contremaître parc et terrain de jeu de la ville de Granby, de se joindre à nous sur la scène. Oui, les lutins ont fait ça serré, c'est bon. Alors, Danielle, là, ça va être mélangeant, on a des Daniel. Tu es diplômée de l'Université de Montréal en architecture du paysage et de l'Université Laval en gestion. Beau portefeuille. Au sein de la ville de Granby, tu participes à la création de projets urbains et au développement de techniques d'entretien favorisant la biodiversité. Alors, c'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Pour moi. Merci. Alors, Jacques, je te lance la balle, mais il faut que je te lance le micro avant. Je vais aller te voir. Merci. Alors, pour le déroulement du panel, on a d'abord demandé à nos panélistes de préparer, on leur donne un 5 minutes ou jusqu'à 5 minutes pour qu'ils nous présentent un petit peu leur point de vue par rapport aux enjeux d'implantation et d'entretien. Alors, on va commencer, on va y aller dans l'ordre dans lequel ils sont assis. Alors, M. Cherki, la parole est à vous. Alors, j'ai pas préparé plus parce que j'ai présenté ce matin et je me disais que c'était peut-être pas la peine de m'interroger directement, mais il n'y a pas de souci. Peut-être par rapport à ce matin, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est que je pense que c'est vraiment important de mettre en place du suivi sur tout ce qui est PGO et ouvrages. Un des premiers aspects sur le suivi, les premiers ouvrages qui ont été faits en France ont été très souvent surdimensionnés.
C'est-à-dire qu'on en discutait en aparté avec certains. Il y a une frilosité d'ouvrages moins techniques, en fait. Et comme c'est des ouvrages moins techniques, on va les doubler avec des drains, on va augmenter les volumes, on va augmenter les surfaces d'infiltration. Et il n'y a que le suivi qui va montrer qu'on les surdimensionne, en fait. Donc ça, c'est un point important. Le suivi, il sert pour l'entretien, mais il sert aussi à montrer qu'on a tendance à faire des ouvrages qui sont surdimensionnés, donc qui coûtent plus cher, donc qui sont peut-être plus chers aussi à entretenir. Donc moi, je pense que ça, c'est un point important. Après, c'est très intéressant la présentation d'avant sur le guide d'entretien. Et on voit que même en définissant des catégories d'ouvrages et des catégories d'entretien, en fait, on ne peut pas avoir une réponse toute faite. Et là aussi, c'est important de donner des directions sur ce qui doit être surveillé. Mais après, on ne peut pas imposer non plus des fréquences d'entretien ou des modes d'entretien, parce que c'est vraiment au cas par cas. On peut avoir des aménagements qu'on va laisser en gestion différenciée. Et dans ce cas-là, il s'agit de justement pas entretenir, parce que si on veut développer la biodiversité, etc., là, l'entretien, il est de rien faire. Mais dans des zones où on est peut-être plus près du public, on ne peut pas forcément se permettre de faire ça, ou alors il faut trouver un intermédiaire entre les deux. Donc je pense que une partie de l'entretien, c'est définir des points de vigilance vis-à-vis des services, des performances attendues. Mais après, il y a beaucoup de cas par cas. Et l'idée, c'est peut-être de démarrer avec un plan d'entretien un peu générique et surtout de le revoir, en fait. De dire, j'ai fait une première visite, j'ai vu que ça fonctionnait, ça ne fonctionnait pas. Et à partir de là, peut-être que je vais espacer les visites, peut-être que je vais arrêter de regarder ça, peut-être que je vais regarder plutôt ça. Et finalement, j'ai des plans d'entretien qui sont un peu individualisés par ouvrage. Donc ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Et un autre aspect, je crois que j'en ai pas parlé ce matin, il y a eu des expériences en France de faire des carnets d'entretien, donc de garder la mémoire des différents entretiens qui ont été faits sur les ouvrages. Ça peut être des carnets papier, mais ça peut être des carnets digitaux, bien sûr. Et le début du carnet d'entretien, en fait, c'est la description de l'ouvrage et de son fonctionnement. Si je ne sais pas, au niveau hydraulique, où l'eau rentre, comment l'eau doit sortir, à quoi servent ces plantes-là, etc., je ne peux pas comprendre si ça fonctionne bien, je ne peux pas l'entretenir correctement aussi. Donc voilà, si je résumais, parce que je vais encore être trop long. C'est bon, 2 minutes 25 ? Non, je vais gagner du temps sur la suite. Il y a vraiment cette notion de suivi et de carnet d'entretien qui est importante sur ces ouvrages, en fait. Voilà. Alors, je note des choses, en tout cas, pour la discussion. Danielle Dagenet, s'il vous plaît. Oui, disons que peut-être le diagnostic que je fais maintenant est déjà obsolète parce que ça bouge très vite dans les villes. Il y a plein de gens des villes ici. Moi, je dirais qu'il y a un problème de planification, j'ai l'impression, parce que il y a eu beaucoup d'implantations d'infravertes sous couvert de projets pilotes. On en parlait. On a fait beaucoup de projets pilotes qui ont eu l'air de jamais être compilés, dont les résultats n'ont jamais été compilés, semble-t-il. Donc, une planification qui semble toujours être le temps 4. Étant donné qu'on refait la rue, pourquoi pas implanter des biorétentions, au lieu de se dire où sont les sites, où dois-je les implanter de façon à ce que ça corresponde à des besoins et que ça donne le plus de bénéfices possible. Je pense qu'il y a des outils maintenant qui existent ou qui sont en développement pour faire cette planification-là et on devrait le faire. Mais ça vient peut-être du fait qu'au départ, c'était piloté, disons, par un service de l'eau, mais dans le fond, cette infraverte-là, elle pouvait aussi répondre aux îlots de chaleur qui ne sont pas vraiment pris en charge par le service de l'eau, mais qui relèvent de la santé publique, etc., etc. Donc, première chose, planification. Deuxième chose, formation. Ça, heureusement, on remarque qu'il y a de plus en plus de formations sur les phytotechnologies et on commence à avoir des ingénieurs qui s'intéressent à des
comment dirais-je, à acquérir des connaissances justement sur les végétaux ou sur les aspects plus de planification ou d'urbanisme. Il y a un appétit chez nos étudiants pour l'interdisciplinarité et c'est ça que ça demande pour implanter et gérer des phytotechnologies. Donc ça, c'est bien. Il y a de la réglementation. La réglementation ne pousse pas toujours, généralement ne pousse pas assez l'implantation des phytotechnologies. Donc le jour où on aura des obligations d'implantation ou de résultats, à ce moment-là, je pense que ça va accélérer beaucoup les choses. On a parlé des silos. On revient toujours là-dessus. Les questions de gouvernance, ça complexifie tout de l'implantation jusqu'à l'entretien. Nous, on suit pas le premier, mais le deuxième Water Square, n'est-ce pas? Le premier, c'est bien Van Horn. Ben, c'est ce que... C'est ça, j'ai entendu ce matin, là, j'ai pu poser la question. En tout cas, nous, on fait beaucoup de suivi, mais entre autres, on suit le Water Square. Puis je discutais avec les gens des ateliers Hublot qui travaillent avec l'arrondissement pour plein de choses par rapport au Water Square. Et je pense qu'il y a aussi chez nous, comme à Lyon, 5-6 services qui sont impliqués dans l'entretien. Donc, évidemment, ça complexifie beaucoup l'entretien. Il y a, comme je disais, puis je vais finir là-dessus, il y a plein de projets de suivi qui ont été faits. Nous, notre équipe, on en fait avec Jacques, Patrick Boivin, dans les labos à l'IRBV, mais je sais que Guillaume Grégoire, qui est pas loin, ou qui était, en tout cas, a aussi fait... Il s'occupe de la bière, qui a aussi fait des suivis. Puis sûrement, il y en a d'autres. Il y a peut-être des municipalités qui l'ont fait chez elles. Et il n'y a pas de compilation, de répertoire de ces suivis-là où on peut mettre en commun le résultat des suivis parce que souvent, c'est des rapports déposés dans les villes qui ne sont pas publics. Donc, je pense que ça, il y a un effort à faire de ce côté-là. Puis bon, je vais laisser la parole à Michel. Je suis sûre qu'on aura plein de choses à rajouter là-dessus. Là. 4 minutes 14 secondes. Ah, je peux continuer alors. Oui. Je vais revenir sur la question de l'adéquation, le choix des végétaux aussi. Je pense que dans l'implantation, peut-être moins dans les firmes qui ont beaucoup d'habitudes, comme celle de Michel, puis j'ai vu des gens de chez Nip et Vlan, je pense, en tout cas des firmes d'architecture de paysage ou des municipalités où les architectes paysagistes ont l'habitude commencent à avoir l'habitude de travailler avec les biorétentions et autres infravertes, mais dans d'autres cas, les collègues concepteurs sont un peu démunis parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a des guides, il y a des normes canadiennes qui recommandent des végétaux, mais c'est des normes qui émanent d'un consensus entre experts, mais ce n'est pas fondé sur des données scientifiques et... il y a une certaine insécurité par rapport à ça, je pense, chez certains professionnels. Le choix des végétaux, le bon substrat, etc. Merci, Daniel. Alors, Michel? Beaucoup de choses, Mme Dagenet, là-dessus. Je vais en prendre quelques-uns. Premièrement, je suis vraiment très content que finalement un colloque traite de l'entretien de tels systèmes parce que c'est malheureusement le talon d'Achille. Notre travail va être jugé justement sur comment vont se comporter ces ouvrages-là avec le temps. Et si on veut faire de la bonne publicité pour les infrastructures vertes végétalisées, mais il faut absolument que l'entretien puisse être là pour montrer que c'est des beaux exemples parce que sinon, c'est facile de dire, ben non, on voit bien, ça ne marche pas. Donc, mettre l'emphase là-dessus beaucoup, d'autant plus au niveau de, tu parlais de la conception, Daniel, tantôt, on le demande à chaque fois, surtout dans les projets municipaux, que les gens qui vont s'occuper de l'entretien, les gens des travaux publics, puissent faire partie du processus d'élaboration et de planification. Ce n'est pas toujours le cas. Plusieurs municipalités le font, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis même si on va avec des projets privés, c'est clair qu'on sait qu'on n'a pas l'équipe d'entretien. Ça va être des entreprises privées qui vont faire l'entretien. Mais on est rendu à faire des plans de gestion intégrés de la végétation pour s'assurer que ça va être transmis
aux prochaines firmes qui vont faire l'entretien parce que c'est la clé. On investit beaucoup d'argent. On doit se battre pour s'assurer que l'argent va rester parce qu'évidemment, on joue avec du verre. Fait qu'on nous demande tout le temps de faire ça pour le moins cher possible, ce qu'on ne fait pas en génie civil habituellement. Fait que, donc, on a des budgets, il faut avoir des bons budgets, mais il faut s'assurer, parce que les premières années, on le sait, c'est critique. Il faut que l'entretien soit fait convenablement pour les 2-3 premières années. Après ça, ça va pas mal rouler tout seul. Mais donc, cette notion d'entretien, pour moi, c'est fondamental. Puis pour revenir à ce que tu disais par rapport au choix de végétaux, entre autres, je trouve qu'on conçoit les systèmes de manière beaucoup trop mécanique. On sait comment ça se structure, on prend nos listes de végétaux, on choisit 2-3 plantes là-dedans. Bingo, on fait notre ouvrage. Souvent, on va prendre des plantes qui sont compétitrices entre elles, fait qu'on n'a pas un bon équilibre. Et on sait que de toute façon, c'est des systèmes qui sont vivants, c'est des systèmes qui vont évoluer et on ne prévoit pas cette évolution-là. Donc, on est condamné à répéter à chaque fois les mêmes erreurs. Quand on fait toujours notre choix dans ces listes de végétaux-là, si on ne retourne pas sur les sites, nous, on le fait avec de la recherche et développement, c'est la meilleure façon d'apprendre. On retourne sur nos projets, puis on regarde, OK, d'ailleurs, Isabelle a travaillé là-dessus sur le dernier rapport. On a refait, je pense, c'est 10 ans en arrière. On est allé voir vraiment qu'est-ce qui avait marché au travers des années, comment ça s'était comporté, comment ça s'était évolué, quelles plantes ont repris la place. C'est la seule façon d'apprendre, parce que sinon, c'est vrai, on a bien beau suivre la meilleure recette du monde, mais on va répéter toujours les mêmes erreurs si c'est celle-là qu'on applique. Merci, Michel. Alors, Danielle Saint-Jean? Oui, merci. En fait, je ne répéterai pas ce que mes collègues ont dit avec grand brio. Je vais vraiment mettre mon chapeau municipal aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui me différencie un petit peu de mes collègues. Il y a vraiment une éducation, une sensibilisation à faire au niveau politique, justement sur ces entretiens de ces infrastructures-là. Parce que oui, il y a un frais qui est important, qui est défrayé pour justement faire la création de ces espaces-là, mais souvent, l'entretien est évidemment négligé. L'avantage d'une ville moyenne comme la ville de Granby, c'est qu'on n'est pas plusieurs acteurs à avoir le nez dedans. On était un service d'ingénierie et nous. Donc, nous, on est là puis on suit vraiment nos projets. L'inconvénient, parce qu'on est une petite municipalité, c'est qu'on n'a pas le suivi adéquat de la recherche et développement que mes confrères ont. Par contre, est-ce qu'on voit à quel point les infrastructures sont vivantes? Oui. Est-ce qu'on s'adapte en conséquence? Oui. Des projets, parfois des bassins de rétention qui ont été prévus avec un entretien très rigoureux, bien, nous, on les a changés en gestion différenciée avec une grande campagne de communication qui était largement requise, je tiens à vous le dire. M. Baker en parlait ce matin. Ça a été, pour eux, presque 10 ans après nous, ça a été le même travail de sensibilisation, c'est ce que j'ai compris. Donc, il reste encore que ce type d'infrastructure-là reste méconnu, mal compris. Les gens veulent les avoir, mais quand ils voient toute la faune que ça abrite, bien là, ils sont des fois un petit peu moins enchantés, dépendamment des gens. Donc, je pense qu'on a un grand travail encore de sensibilisation et de vulgarisation et beaucoup de communication entre nous, autant au niveau politique qu'entre les entrepreneurs, avec les employés avec lesquels on travaille. Donc, il y a vraiment un grand travail d'information à faire. Je suis toujours très concise. Vous êtes vraiment dans les temps. Mon Dieu, c'est excellent, ça. Une belle main d'applaudissements pour notre panel qui... Ils ont tous pris moins de 5 minutes, sauf j'ai arrêté de chronométrer quand j'avais dit à Danielle Dagenet qu'elle était à 4 minutes 14, mais je pense que tu es resté à 5 autour, en tout cas. Alors, j'aimerais maintenant vous amener à réagir sur une thématique particulière. En fait, la première thématique que j'aimerais aborder, c'est celle de l'acceptabilité publique des phytotechnologies. Qu'avez-vous à dire? Vous pouvez être bref parce qu'il y a quelques petits thèmes dans la première catégorie que j'aimerais aborder avec vous. En termes d'acceptabilité. On a combien de temps? On a quand même une demi-heure encore pour jaser, là, mais il y a plusieurs thèmes. Non? Il est terrible! Donc, il y a beaucoup à dire. Par où commencer? Non, je plaisante. L'acceptabilité, je pense que c'est pas... Enfin, moi, je vois ça plus largement, pas que phytotechnologie. Je vois l'acceptabilité de l'ouvrage, en fait, en lui-même. Et je pense que c'est quelque chose de très important si on veut que ça se développe. Et je pense que c'est très important aussi de manière générale. Et
je pense qu'il faut qu'on tente de plus en plus vers se servir du suivi des ouvrages pour donner de l'information aux riverains sur les fonctionnements des ouvrages. On discutait en aparté ce matin, tout le monde regarde la météo sur son téléphone, ça va pas. On est à l'intérieur toute la journée, mais on a tous regardé la météo. Si on habite à côté d'un ouvrage en fait, qui va gérer de l'eau et qu'on a accès en temps réel ou en différé à la hauteur d'eau dans l'ouvrage, à la qualité de l'eau, à des indicateurs sur la biodiversité, on va les regarder en fait, parce que c'est à côté de chez nous et on va les regarder. Et en les regardant, on va s'intéresser au fonctionnement et on va commencer à comprendre un peu comment fonctionne l'ouvrage. Et je pense qu'en comprenant ça, on va l'accepter aussi. Donc on peut faire après de la gestion différenciée, on peut faire différentes gestions de l'ouvrage. Mais le plus dur, c'est d'accrocher le riverain, d'accrocher les habitants à proximité en fait, à comprendre ce qu'il y a dans l'ouvrage en fait. Et on peut mettre des panneaux aussi, mais les panneaux, c'est moins vivant, quoi. C'est parfait pour faire des graffitis. Les panneaux, ça peut servir, voilà. Mais le côté... je pense qu'il faut... C'est pas moderniser, mais il faut se servir aussi de cette technologie, de l'information, pour pouvoir donner des informations peut-être un peu plus vivantes qui vont donner envie aux riverains ou ceux qui vont courir à côté d'ouvrages ou autres d'avoir cette information. Et d'expérience, il y a cette curiosité en fait. Quand on va installer du suivi sur un ouvrage, on a souvent les gens qui vont s'arrêter à côté en fait, qui demandent ce qu'on est en train de faire et qui commencent à dire ah bah oui justement on a vu qu'il y avait ça qui arrivait quand ça se passait. Ils ont aussi de l'information et ils ont aussi une certaine compréhension. Et je pense que voilà, pour faire court sur l'acceptabilité, pour moi, un point important, c'est de donner de l'information un peu plus vivante qui va donner envie d'en savoir plus. Merci. Une belle mise en bouche. Donc, Madame Dagenet. Oui, ben j'aurais vraiment plein d'anecdotes à raconter là-dessus, mais en fait, oui, c'est important de communiquer aux riverains parce que sinon, on a des cas de biorétention que les gens traversent régulièrement. Donc, on sait bien que le piétinement, ça compacte et c'est pas excellent. Des gens ça, c'est un cas qu'on a eu à Trois-Rivières. Où est-ce qu'on trouvait le plus de salinité? C'était pas près de l'entrée d'eau qui venait de la rue, mais c'était notamment à côté des entrées de garages ou les entrées privées que les gens salaient abondamment. C'est là qu'on avait le plus de sel. Des gens qui tondaient la pelouse, puis finalement, toutes les rognures de gazon allaient dans la biorétention. Et ça, c'est par méconnaissance. Et c'est vrai que chaque fois que nos étudiants, ou je pense que Patrick y allait par moment aussi faire des relevés de terrain, bien là, les gens vont parler, puis vont s'épancher à propos des biorétentions. On a aussi un cas, on est allé visiter avec Jacques les fosses d'arbres drainantes que la ville installe sur Bélanger et qu'on va suivre. Puis là, il y a un cordonnier qui sort de chez lui et qui nous apostrophe en disant « Ouais, je comprends pas vraiment c'est quoi l'idée de faire des trottoirs suspendus. L'eau va rentrer dans mon commerce, etc. » Puis c'était plein de détritus en plus. Bon, l'arbre n'était pas planté, mais c'était vraiment plein de détritus. Et puis là, Jacques faisait remarquer, mais avec raison, que dans le fond, les gens n'ont pas non plus le réflexe de se dire « Mais pourquoi j'enlèverais pas moi-même les détritus? » Je pense que de façon générale, on devrait changer les mentalités puis faire que chacun se sente responsable de ses ouvrages, sans peut-être aller planter ses pétunias préférés dans la biorétention, mais se sentent responsables de la propreté de la ville, puis ça enlèverait déjà une partie des problèmes d'entretien. Tu sais, Donc, une suggestion d'adopter les biorétentions, un peu comme on adopte les arbres de façade maintenant à Montréal? Ou, Oui, mais je dirais de façon générale, est-ce qu'on change notre mentalité de « Ah, ça appartient à la ville, je m'en occupe pas, même si c'est devant chez moi », mais que vraiment on prenne l'habitude de se dire « C'est devant chez moi, ça fait partie de mon paysage quotidien, c'est ma représentation sur la rue, donc je participe à l'embellissement, à l'entretien, etc. »
Merci beaucoup. Michel, est-ce que tu as quelque chose à raconter sur l'acceptabilité sociale? Ah, j'en aurais beaucoup. Des anecdotes croustillantes aussi. Après 30 ans, il y en a des histoires. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Bon, clairement, la communication, c'est la clé. On est tous d'accord avec ça. Faire participer les citoyens quand on parle de projets publics, lors de la présentation, pas juste leur dire, bon, ben, voici le système qu'on vous propose, puis avez-vous des questions. Les embarquer dans le processus, les faire même choisir, à la limite, certains végétaux ou la manière qu'on va implanter le système, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule façon. Donc, déjà, de les intégrer, de les impliquer un petit peu dans le processus, et un coup, ça sera réalisé, retourner les voir, puis leur demander comment ils perçoivent ça. Alexandre l'a bien présenté tantôt, cette étape avant, c'est parfait. Pendant et après, c'est essentiel. Il faut le faire. Parce que, bon, parlant d'anecdotes, on a eu un directeur de jardin botanique qui s'est ramassé maire de la Ville de Montréal à un moment donné. M. Bourque voulait intégrer la gestion différenciée dans les parcs. Donc, c'était parfait, mais là, on monte il y a plus de 20 ans. Et c'est arrivé, mais la Ville en a fait plusieurs dans des parcs, mais sans avertir les citoyens. Et là, c'était épouvantable. La vermine va arriver, puis c'est tous les... L'herbe à poux. Ça va être épouvantable. Ils ont été obligés de tout raser, ils ont été obligés de tout tondre. Parce que cet ouvrage, ce travail de communication n'avait pas été fait au préalable. Puis ça prend du temps parce qu'il faut les faire changer, ces mentalités-là. Puis c'est là que j'amènerais aussi un élément peut-être d'esthétisme dans les projets. Parce que oui, on veut être davantage axé sur la biodiversité, puis c'est parfait, on va choisir des plantes qui vont attirer les insectes pollinisateurs et tout. Mais faire ce choix-là, si on l'a vu dans les rencontres qu'on a faites avec les citoyens, qu'il y a beaucoup, beaucoup de réserves, mais on va peut-être aller vers quelque chose peut-être un petit peu plus horticole, quelque chose qui reconnaisse un petit peu plus, tout en permettant notre biodiversité, mais peut-être d'y aller de manière un peu plus séquentielle. Par contre, on peut arriver dans des endroits où les gens attendent ça depuis longtemps et sont super contents. Ça, on peut le pousser un petit peu plus loin. Là. C'est très bien ça, réagir à la demande, en fait, des citoyens. Daniel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre En fait, expérience? je vais même rajouter un petit pouce sur ce que Mme Dagenet et M. Rousseau disaient. Effectivement, nous, on a fait une section de nous végétalisés à la demande et à la pièce d'une citoyenne. Parce que malgré les messages au préalable, malgré les visites professionnelles, malgré tout, elle ne voulait pas. Puis il faut quand même comprendre que c'était sa devanture de maison qu'elle avait depuis 30 ans. Donc, il y avait vraiment un blocage assez important. On lui a fait, donc on lui a vraiment créé quelque chose à la carte. Malgré tout, elle n'a pas aimé. Oui, elle était très chanceuse. Elle n'a pas aimé quand même. Elle nous apostrophait à chaque fois qu'on allait faire l'entretien, donc elle nous voyait encore. Mais effectivement, ça reste quand même un sujet important, d'autant plus quand on fait des ouvrages qui sont devant les propriétés des gens. Là, ça change carrément. D'avoir un bassin de retenue permanente en bas, bien là, ils vont s'inquiéter plutôt pour l'aspect sécurité. Mais de voir vraiment quelque chose devant la maison alors que ça fait 10 ou 20 ou 30 ans que la personne habite là, c'est une autre paire de manches. Nous, c'était vraiment le cas. Là. C'était des maisons qui étaient plus âgées et je dois dire que ça a été un tour de force. Encore aujourd'hui, on reçoit moins de plaintes, mais on en a encore 10 ans plus tard. Donc, ça vous donne une idée. Là. Oui, ça avance. Oui, quelques maisons se sont vendues, puis ça a changé. Mais il reste qu'on a encore cette résistance-là, beaucoup moins qu'auparavant, mais quand même. Parfait. Merci. On va sauter à un autre sujet, mais on peut revenir n'importe quand. Moi, je vais revenir sur le sujet de l'entretien. Le fait que on vend l'idée d'une phytotechnologie quelque part, on trouve que c'est une bonne idée et donc on veut qu'il y en ait de plus en plus. Puis il y a plein de jeunes ici qui vont un jour dire, qui vont essayer aussi de participer à l'implantation de ces phytotechnologies-là. Mais là, on va voir une municipalité, puis là, moi, je vais changer un peu l'ordre là, On va voir une municipalité, puis là, on convainc là, le politique de cette belle installation-là. Mais là, après, il faut l'entretien. Quand... et là, je ne vous demande pas juste votre nom personnel, je vais commencer par vous. Dans le milieu municipal, là, quand on arrive avec un projet de phytotechnologie, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois qu'on vous amène un projet un peu empoisonné parce qu'après, vous allez être pris avec l'entretien, puis c'est vous autres qui vont être... Est-ce qu'il n'y a pas cette réaction-là souvent qui est un gros obstacle à l'acceptation des phytotechnologies?
je vais profiter de la tribune juste pour dire on recrute. J'ai vu qu'il y avait plusieurs étudiants. On recrute. Excusez, il fallait que je le dise. Puis je vais parler, en fait, pour moi, là, personnellement. En fait, on a une chance extraordinaire là, à la Ville, c'est qu'on n'a jamais subi de coupures massives, soit dans toutes les demandes qu'on a eues ou même en termes de personnel de main-d'œuvre, on n'a jamais eu de limite. Donc, pour la chance qu'on a d'en avoir, de les trouver, de les recruter, on n'a jamais eu de limite. Donc, moi, quand on arrive avec un projet, je demande à ce qu'on ait les ressources en conséquence. Et j'ai jamais eu de refus. Donc, on a une chance exceptionnelle. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les municipalités. Et comme je m'excuse. Et comme je le disais, en fait, la chance qu'on a d'être une municipalité de grandeur moyenne, on n'a pas plusieurs paliers. Donc, le génie, il commence. Nous, la chance qu'on a, c'est que tout se fait à l'interne. Donc, le génie pense à tout ce qui est technique. Nous, on pense à toute la conception. On le réalise, on l'entretient. Donc, ça se passe vraiment à l'interne. C'est une chance que je me suis rendu compte qu'on avait, là, parce que je sais que ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc, ce sont les mêmes personnes qui entretiennent d'année en année, développent une expertise, ils savent comment ça fonctionne, ils nous informent s'il y a une problématique. Donc, c'est une chance vraiment exceptionnelle qu'on a. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'avoue que oui, c'est le fun de la gestion. Il faut gérer toute cette gang-là après, mais c'est une opportunité qu'on a qui est très précieuse. Mais dans le milieu municipal, dans vos collègues d'autres municipalités, cette réaction-là, j'imagine qu'on la voit. Tout à fait. Parce que dans la plupart des cas, les ouvrages se donnent beaucoup, l'entretien se donne beaucoup en régie, pas en régie, en sous-traitance. Donc, c'est un enjeu qui est important parce que c'est jamais les mêmes personnes qui viennent entretenir. Et oui, c'est une autre paire de manches, carrément, parce que ce ne sont même pas nécessairement des horticulteurs qui sont en place. Donc, effectivement, on peut se retrouver avec des plantes qu'on pensait qui étaient des plantes ou des plantes adventistes qui sont plus là. Bref, vice-versa. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas toujours bien. On n'a pas cette problématique-là chez nous. Je ne vais pas nécessairement aller dans le sens inverse, mais ça donne comme ça. Moi, prochaine question par rapport à ça, c'est à M. Rousseau. Bon, donc, vous autres, vous installez des systèmes, puis vous voulez que, tantôt, là, j'ai beaucoup aimé l'intervention en disant, bien, on veut que ça soit beau dans 10 ans aussi, parce que c'est là-dessus que la réputation des systèmes se font. Je sais que, par exemple, dans le domaine que je connais bien, dans les marais filtrants, il n'y a rien comme quelques marais filtrants qui pour faire une mauvaise réputation à un système. Qu'est-ce qu'on dit à une municipalité ou à un privé pour le convaincre? Ou est-ce que c'est bien reçu de dire, écoutez, il faut quand même mettre de l'investissement sur l'entretien, sur la bonne marche? Est-ce qu'en général, c'est bien reçu ou les gens, souvent, veulent juste recevoir leur beau système puis dire, bien, écoutez, il faut que l'entretien en ait le moins possible parce que... C'est classique, c'est sûr. Puis, ou l'autre réponse qu'on va avoir, bien, l'entretien, il faudra que tu en parles à mes boss. Pour en avoir, évidemment. Parce que ce qui est problématique, bien souvent, dans des projets de planification, c'est qu'on ne peut pas mettre dans le budget de réalisation du projet l'entretien. L'entretien, c'est dans des budgets d'exploitation. Fait que c'est autre chose. Mais cette vente un petit peu qui est à faire, évidemment, de notre côté, c'est de plus en plus facile, évidemment, parce que si on prend l'exemple des municipalités, on arrive dans les municipalités et déjà, il y a plusieurs personnes qui sont sensibilisées à la chose. On a plus ce travail plus ardu de vraiment convaincre des bienfaits. Mais une ville, c'est ça. C'est constitué, on en parlait tantôt, de plusieurs services. Ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes préoccupations. Il y a l'aspect de biodiversité maintenant qui commence à être un trait d'union intéressant parmi les différents services. Donc, les ouvrages, les infrastructures vertes végétalisées, les IVV, nous permettent justement de dire, bon, OK, on va répondre à des fonctions, mais ce n'est pas juste une fonction de gérer de l'eau, ce n'est pas juste une fonction de capter les sédiments, mais on amène des éléments de biodiversité, on va combattre les îlots de chaleur, on amène tous ces avantages-là. Et là, ça se promène un petit peu au travers des différents services. Et ce qui est le fun maintenant, c'est au niveau des élus. Donc, les élus sont un petit peu plus intéressés et commencent à s'y connaître un petit brin. Donc, c'est plus facile quand ils vont rencontrer les citoyens, parce que c'est eux autres qui vont avoir une bonne partie des plaintes quand ça ne fait pas l'affaire des citoyens. S'ils ne sont pas équipés, ne sont pas outillés pour répondre aux citoyens, bien, c'est clair qu'ils n'en veulent pas. Et quand on soumet notre beau projet, un grand parc, puis on a plein d'ouvrages au travers, bien, c'est sûr que
ils nous regardent un petit peu de travers si on arrive avec des ouvrages qui sont fortement végétalisés, s'ils n'ont pas eu une bonne expérience au préalable. Donc, ça fait partie, évidemment, de notre travail d'arriver à vendre la chose, mais la vendre avec tous les outils qui viennent avec pour qu'ils puissent repartir avec une partie de ces outils-là pour la vendre aux citoyens et de répondre si jamais il y a des préoccupations qui arrivent par la suite. Est-ce que tu as quand même un certain nombre d'années d'expérience dans la production d'ouvrages comme ça? Est-ce que ça arrive souvent ou dans quelle proportion que ça arrive que tu fais un projet qui est très beau, tu en es très fier, puis tu reviens 5 ou 10 ans après pour dire ça n'a pas été entretenu, puis regarde ce que ça a l'air. Est-ce que ça arrive Oui, souvent? c'est plate, ça, ce bout-là. C'est plate. Mais ce qui est encore plus plate, c'est d'arriver, puis ça n'a pas été réalisé comme on voulait. Ça, c'est quand, bon, si on a la surveillance de chantier, évidemment, ça, c'est parfait. Notre service se poursuit, puis on livre quelque chose. On ne fait pas les travaux, mais on livre aux clients exactement ce qu'on avait planifié à quelque chose près, parce qu'il faut toujours s'adapter sur un terrain. Mais là, on est correct, on est content. Je parlais de la recherche et développement qu'on faisait tantôt. Bien, ça nous permet de rester en contact avec les clients, même si on n'est pas mandaté. Donc, on les suit, ces projets-là, puis là, on se rend compte d'une chose, tu dis, c'est épouvantable. On appelle le client, puis dit, bon, bien, tu te rappelles les beaux marais filtrants qu'on a fait? Bien là, on vient de voir, je m'excuse Sam, mais on vient de voir de la fragmite. Fait que ça serait peut-être le temps d'envoyer un expert. By the way, voici un expert. Fait que, non, il fait un super travail, Sam. Oui, mais des courriels de contrat potentiel, ça fait mieux, ça. Fait que, oui, effectivement, l'entretien, mais ça s'explique aussi. On sait, les municipalités ont de la misère des fois avec certains budgets. Avec la main-d'œuvre aussi, on le voit, là, c'est bien plus facile d'arriver avec ben, c'est ça, le blower ou le taille-haie, puis let's go, pas le taille-haie, mais le taille-bordure, puis ça a l'air propre, puis les citoyens vont être contents. Là. Fait que, oui, on a vu plusieurs ouvrages comme ça massacrés. Les sédiments, je pense qu'il y avait une question tantôt. Les sédiments sont évidemment un élément qui sont problématiques dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Malheureusement, il y a des systèmes qui ne sont pas conçus pour les recevoir, ces sédiments-là, mais c'est la clé, là. On sait qu'on va en avoir. En fait, ça nous prend un espace, un bassin de décantation pour pouvoir gérer justement ces sédiments-là. Ça, on aura un entretien à faire, mais après ça, ça ne met pas en péril mon ouvrage qui suit tout de suite après. Donc, oui, on va intervenir sur les sédiments, mais ça, les sédiments, si tu n'y vas pas, après ça, ça se colmate, puis là, oui, les sédiments, ils s'en vont plus loin et c'est là qu'ils vont aller scraper en bon français notre ouvrage végétalisé qu'on a fait. Là. Je vais sauter à M. Cherki. M. Cherki, d'abord, parce qu'on parle beaucoup d'entretien. Non, mais j'essaie de changer l'ordre. Tu sais, j'essaie de... j'ai beaucoup aimé votre présentation ce matin parce que, on parle d'entretien, mais vous avez mis ça dans un cadre de gestion patrimoniale qui, je trouve, est beaucoup plus large. Et effectivement, on a tendance à penser qu'il y a l'implantation et après, il y a l'entretien. Mais vous avez été beaucoup au-delà de ça. Évidemment, vous avez parlé aussi qu'à Lyon, ça fait 20, 30 ans que nous, ici, les choses, vous avez remarqué sont plus nouvelles. On est plus au début. C'est le fun, on peut profiter de l'expérience que vous avez eue peut-être à Lyon. Vous faites ça depuis longtemps. Vous, au niveau, justement, des suivis, de la gestion patrimoniale, comment c'était perçu au début? Comment ça a changé avec le temps? Puis donc, comment nous, là, où on en est rendu, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Là? Quel piège qu'on a à éviter, là, étant donné là où on est rendu par rapport à ce que c'était à Lyon au début? Il y a plusieurs questions. Peut-être la première, en fait, les premières opérations à Lyon, elles ont... Il n'y a pas eu de réflexion, je pense, tant que ça, sur ces questions de suivi, d'entretien, en fait. Et à Lyon, comme dans d'autres collectivités, en fait, on a réalisé les ouvrages. Et je pense que c'est après 10, 15 ans qu'on a commencé à se poser la question de comment vieillissaient ces ouvrages. Ce qui fait que les premiers qui ont été réalisés, ils ne sont même pas sur les SIG, en fait. C'est-à-dire on les a créés, mais on les a laissés libres. Et donc, on a commencé à se poser la question après. Et les collectivités ont commencé à s'inquiéter aussi en se disant, si on généralise ces ouvrages, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire un cadeau empoisonné pour le futur ? Et c'est de là que les réflexions ont vraiment démarré en se disant ça serait peut-être important de regarder comment vieillissent les ouvrages, de regarder comment il va falloir les entretenir.
Et il y a eu à Lyon un projet ville perméable qui continue, mais qui a eu un volet spécifique en fait, d'aller voir des ouvrages qui avaient été construits il y a 15-20 ans. Et d'aller voir peut-être un peu plus en détail la pollution du sol, le fonctionnement de l'ouvrage, etc. Donc dans une partie, il a fallu déjà retrouver les ouvrages parce qu'ils n'avaient pas forcément été renseignés correctement. Et puis il y a eu des surprises en fait. On s'est rendu compte que dans une noue, ils avaient installé des poteaux électriques en fait parce que c'était plus pratique de les mettre là que sur la voirie. Il y a des ouvrages qui avaient été rebouchés parce que pour des raisons X ou Y, en fait, on a eu une époque où on a fait des très jolis noues en fait avec des pentes très douces. Et les entreprises de terrassement qui avaient à terrasser à différents endroits en fait se disaient tiens, c'est la bonne opportunité de rectifier parce que là visiblement le terrain il est pas plan. Donc on a eu ces cas-là aussi. C'est de l'intégration. Il y a rien qui montre que c'est un ouvrage en fait. Donc ça arrive. Donc le recul, c'est déjà de dire c'est très important de les référencer pour qu'ils soient visibles. On référence nos réseaux de gaz parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des problèmes. On référence nos réseaux électriques, etc. Faut référencer ces ouvrages aussi. Et il faut faire savoir que c'est des ouvrages. Il y a eu des problèmes aussi au début de mauvaise utilisation des ouvrages, encore une fois par méconnaissance. On avait des voitures qui se garaient à moitié dans les noues, en fait, parce que les noues avaient des pentes douces et qu'on manquait de stationnement. Donc là, au lieu de mettre des signes, on a mis des gros rochers, en fait. Ça marche assez bien. Mais encore une fois, c'est une question de visibilité sur ces ouvrages. Donc il y a vraiment un aspect important sur la visibilité. Après, il y a des expériences aussi de réalisation qui étaient plus emblématiques, dans lesquelles la collectivité, elle voulait vraiment mettre en avant que ça soit exemplaire. Et dans ces cas-là, il y a souvent eu des études complémentaires, en fait, avec le choix de déléguer à un prestataire l'entretien. Et je ne dis pas que c'est parce qu'on délègue l'entretien qu'il est mieux fait, mais par contre, pour déléguer l'entretien, on est obligé de faire des cahiers des charges spécifiques de ce qu'il faut faire comme entretien, qui doit le faire, à quel moment. Et on est obligé de prévoir un budget pour faire ça aussi. Donc, ce n'est pas le fait que ce soit un prestataire extérieur, c'est surtout le fait que ça a été complètement codifié, en fait. Que ça a été codifié et que le budget a été prévu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui a fait capoter des projets aussi dans certains cas, parce que quand on a commencé à discuter de qui allait s'occuper de l'entretien, etc., personne ne s'est mis d'accord. Et on a fini par faire des ouvrages plus traditionnels et beaucoup moins intéressants. Mais c'était peut-être mieux que ça capote dès le début, plutôt que ça fasse un mauvais exemple, en fait. Donc le recul, je pense que c'est vraiment important d'avoir la visibilité d'où sont les ouvrages, à quoi ils servent, et de vérifier qu'ils ne sont pas mal utilisés. Et aussi, dès le début, on parlait tout à l'heure du choix des végétaux, etc. Je pense que si on est obligé d'écrire les cahiers d'entretien, c'est fonction des végétaux. Et donc là, on se dit, ça ne marchera peut-être pas finalement. Donc d'avoir ces cahiers d'entretien dès le début aussi qui détaillent qui doit faire quoi. Parfait, merci beaucoup. Daniel Dagenet travaille à la fois au niveau de la science, au niveau de l'enseignement et de la formation. Par rapport à l'entretien, je vois que c'est un enjeu très important. Vous avez réagi très fortement tantôt là, à la conférence. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit? Encore là, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Quel message qu'on leur fait par rapport à l'entretien face à l'implantation? Est-ce qu'on enseigne assez l'entretien ou on enseigne trop l'implantation? Ou est-ce que l'entretien, l'autre chose, donc je lance plein d'idées pour te faire réagir, mais est-ce qu'on n'a pas tendance aussi l'entretien à la limiter à l'entretien des plantes plutôt qu'à l'entretien de la phytotechnologie et de la fonction pour laquelle elle doit être faite? On dirait que tu as lu dans mes pensées, hein, parce que c'était ça que j'avais noté. C'est ça. Bon, pour mes réactions, mon conjoint vous dirait que je réagis toujours très fortement. Donc, c'est ne pas se froisser. Mais oui, en fait, on parlait du surdimensionnement. Hein, c'est Frédéric qui en a parlé. Et c'est ce que j'ai observé aussi.
on a suivi un projet dans lequel nos collègues hydrologues ont eu du mal à obtenir des échantillons à la sortie parce que tout simplement, ça sortait jamais. La biorétention, en fait, ça restait tout à côté de l'entrée d'eau et ça se rendait pas plus loin de l'eau. Donc, finalement, les végétaux étaient très, très beaux malgré tout. On soupçonne que c'est parce que la nappe phréatique était pas loin, mais disons qu'on conçoit un ouvrage en pensant qu'il va être partiellement inondé par moment, mais du fait qu'on avait mis, comme disait notre chargé de projet, les bretelles, la ceinture et qu'on était trop paré à toute éventualité, au final, la biorétention était surdimensionnée. Donc, du point de vue de verdissement, c'est génial. Ça faisait quand même une rue beaucoup plus agréable pour les piétons et les riverains, mais sauf qu'on ne tirait pas parti pleinement de la biorétention. Et ce n'était pas un problème dû aux végétaux ni au substrat, c'était dû au fait que le pré-traitement, donc la fosse de sédimentation en amont, était surdimensionnée et la grille d'entrée de l'eau dans la fosse de pré-traitement, on s'est rendu compte qu'elle était bordée en bas de petits sédiments qui s'étaient accumulés. Donc, au final, dans le fond, l'eau ne se rendait pas. Et en plus, la grille était totalement parallèle au courant de l'eau qui descend la rue. Moi, je pense que l'eau, en général, ne fait pas un tournant à angle droit. Et souvent, les biorétentions en bordure de rue ne sont pas conçues en considérant que le courant est dans une certaine direction. Donc, je pense que peut-être que du point de vue de la conception en architecture de paysage et tout, on a encore à s'améliorer, mais je pense qu'on est quand même assez bien. Mais je pense que du côté ingénierie, il y a des raffinements. Et l'entretien de l'aspect hydrologique, là, carrément, il est vraiment... lui, il doit peut-être être presque quotidien, je pense, en fait, parce qu'il y a des feuilles qui obstruent. Je pense que, Frédéric, tu les avais montrées, là, les feuilles qui obstruent le pré-traitement et tout. Donc, c'est peut-être, moi, ça qui me semble poser un problème dans le fonctionnement. Parfait, merci. C'est à votre tour d'animer. Je vais vous inviter, si vous avez des questions, des commentaires au panel, à vous déplacer un des deux micros. Et vous pouvez vous adresser soit à un des panélistes en particulier, ou vous pouvez adresser une question en général à tout le panel, puis celui qui se sentira prêt pour répondre peut y aller. Pour ce qui est des niveaux, en attendant que les gens se déplacent, pour ce qui est des surdimensionnements, la Biosphère de Montréal a installé un marais filtrant très spectaculaire qui fonctionne très bien, mais qui a été surdimensionné au point où, à certaines périodes de l'été, ce n'est pas un marais filtrant, c'est un marais à effluent nul parce que toute l'eau qui rentre est évaporée par les plantes et il n'y a aucune eau qui sort parfois à la sortie. Donc, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Pour commencer, oui, je commence. Alors, Isabelle, vous avez une question ou un commentaire? Oui, je vais vous faire part d'une impression. Puis peut-être que Danielle, dans sa fonction de nouvellement directrice d'un laboratoire en infrastructure verte, pourrait prendre la balle au vol après. Cette semaine, j'ai assisté à une rencontre avec les gens des infrastructures vertes d'une grande municipalité. Et j'ai été estomaquée de voir l'image qu'on m'a présentée d'une saillie végétalisée où on avait à peu près 90 % de paillis, 5 % de plantes, puis 5 % de gravier. Et je me suis dit, est-ce que c'est encore une phytotechnologie ou une paillis-technologie, ce système-là? Je me pose aussi la question à savoir, est-ce qu'on conçoit nos ouvrages de phytotechnologie encore sur un modèle d'horticulture ornementale? Et est-ce qu'on ne devrait pas saisir l'occasion que nous offre toute la question de la crise d'érosion de la biodiversité pour commencer à implanter des ouvrages qui ont un rôle beaucoup plus écosystémique que juste ornemental et technique. Je pense entre autres on a très peu, on a des données sur quelles plantes utiliser dans nos phytotechnologies.
Ça existe, mais je n'ai jamais vu jusqu'à présent de données qui nous expliquent comment planter ces plantes-là, dans quelle proportion les agencer, est-ce qu'on doit les mixer, quels sont les patrons de plantation qui fonctionnent. Et je pense qu'il y aurait lieu de se questionner et de saisir cette opportunité-là, là, de faire une horticulture différente. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur l'utilisation du paillis. Mais comme vous avez pu voir, si vous vous êtes promené à Montréal, je pense qu'on va encore en avoir beaucoup de paillis à utiliser. C'est un de mes collègues, Alain Paquette, qui disait que la quantité de paillis qu'on met quand on plante des arbres, ça n'arrête pas d'augmenter, malgré qu'il n'y a pas vraiment de normes là-dessus. Donc, effectivement, le paillis, il y a des bénéfices, mais en même temps, ça se décompose. Puis des fois, on oublie que ça apporte quand même des nutriments au sol. Donc, si on veut gérer la qualité de l'eau, des fois, c'est un peu un problème aussi. En même temps que ça apporte de la matière organique, c'est bien. Mais oui, la question de la densité de plantation, je pense qu'il n'y a pas vraiment de données là-dessus. Et si on plante plus densément, ce qui est bien à court terme, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir rajeunir la phytotechnologie pour éviter qu'on ait, comment je dirais, que les plantes soient peut-être trop denses, justement. Là, à un moment donné, on voit qu'il peut y avoir... Mais il y a certains, comment dirais-je, il y a certains végétaux qu'après un certain nombre d'années, le centre va tendre à dépérir. Puis là, veut pas, on a des diffusions de touffe à faire, ce qui ne rentre peut-être pas dans l'entretien normal. Mais oui, qu'on doit penser plus biodiversité et tout, mais des données sur les compositions végétales les plus performantes, puis là, j'aurais envie de dire performantes, pourquoi? Est-ce que c'est pour le traitement de l'eau? Est-ce que c'est pour la question de l'infiltration? Est-ce que c'est pour la biodiversité? Je pense qu'il y a quelques données sur les marais filtrants. Il n'y a pas grand-chose sur les biorétentions. C'est un travail de recherche à faire parce que c'est sûr si on pense résilience des aménagements, on ne va pas planter, et on ne le fait jamais de toute façon, juste une monoculture. Donc, c'est quelque chose qui devrait être étudié. Ça ne l'est pas encore à ma connaissance. Merci. Alors, les prochains, je vous invite à vous présenter, juste à décrire qui vous êtes en quelques mots pour le bénéfice de l'Assemblée ici. Parfait, bonjour à tous. Hugo de Grotte, ingénieur. Il n'y en a pas beaucoup, fait que je vais les représenter un peu. Chez Eureka Environnement, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. J'ai entendu aussi beaucoup de lacunes. Donc, je voulais déjà vous rassurer. Moi, ça fait déjà plus de 12 ans que je fais de la gestion des eaux durables avec tout ce qui est biorétention, etc. On publie ça aussi, on en parle, on forme les jeunes. Il y a des cours ou des parties de cours qui se donnent aussi à l'université, également sur les marais filtrants, fait que je vous rassure. Là où j'ai pas forcément la même approche que vous sur des surdimensionnements, ce genre de choses, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir votre ressenti, c'est que un système qui marche trop bien, entre guillemets, pour lequel il n'y a pas d'eau qui sort, me paraît pas fondamentalement hydrologiquement un problème. Puisque si l'objectif, en bout de ligne, avec toute l'imperméabilisation qui existe et qui pose justement des problèmes d'inondation et tout ce qui va avec et l'érosion, et qu'on a des ouvrages déjà qui arrivent à infiltrer l'ensemble vers la nappe phréatique, ce qui est l'objectif de retrouver naturel, pour moi, ce n'est pas forcément un problème de conception. C'est effectivement une peur dans la conception. Puis on en avait parlé un peu avec M. Charqui tout à l'heure, mais je dois dire que ce qu'on essaye de mettre de l'avant avant tout, dans l'ingénierie durable qu'on essaye de mettre de l'avant, c'est aussi de dire, quand moi je vais voir une municipalité, puis c'est pas toujours facile de vous convaincre non plus, là. On va pas se mentir, là. On est bien d'accord, mais moi j'ai affaire à des directions générales qui disent « Oh là là, il n'y a pas de béton, on fait pas de réservoir, mais comment on va faire ?» C'est très simple. On va faire quelque chose, puis vous n'allez pas le voir. Et le meilleur aménagement actuel qu'on a pu faire, c'est des aménagements qui ne se voient pas. Les gens se baladent dans un parc, ne savent pas qu'ils sont dans un bassin de rétention. Les gens voient des aménagements paysagers, ne savent pas qu'ils servent à la gestion des eaux pluviales. Et je pense que c'est cette avenue-là que nous on met de l'avant de plus en plus,
qui doit être au-delà de dire faut absolument que tout le monde sache. Je suis désolé de vous le dire, ça ne marchera pas. Parce que même des gens éduqués à qui je donne des cours à l'université, à qui je sensibilise, sont pas capables de l'appréhender nécessairement. Fait que demandez pas aux citoyens lambda ou n'importe quel citoyen de dire il faut que tu aimes ça parce que c'est une volonté politique ou peu importe. Par contre, le rendre plus intelligent avec une meilleure mixité des végétaux, avec un meilleur aménagement, des choses plus discrètes mais tout aussi efficaces, dans le fond, les routes sur lesquelles vous roulez, là, vous ne vous posez pas la question de ce qu'il y a en dessous et pourquoi. Là. Mais c'est peut-être vers ça, dans le fond, qu'il faut aller tendre plutôt que de toujours vouloir montrer les choses. C'était un peu ma réflexion sur tout ce que vous avez pu présenter. J'aime ça, c'est super intéressant parce que c'est comme à l'opposé de ce qu'on a entendu. Est-ce qu'il y a des réactions sur le panel? On a poussé sur les boutons. Je réagis sur le surdimensionnement. Je suis d'accord avec vous, c'est pas que le système ne fonctionne pas, en fait. Moi, puis j'aurais dû expliciter ma pensée, c'est plutôt en termes d'utilisation d'un espace urbain qui est rare. Est-ce qu'on ne pourrait pas diriger, par exemple, les eaux de gouttière dans ces biorétentions? Enfin, comment tirer parti de l'espace utilisé? C'était plus dans ce sens-là. Puis l'enjeu du surdimensionnement aussi, vous me corrigerez, là, mais je me remémore une conversation avec Francine il y a de nombreuses années, presque une décennie, dans laquelle les ingénieurs avaient tendance à peut-être utiliser trop de béton, genre, quand ils développaient des biorétentions, parce qu'ils voulaient blinder absolument pour être sûr que... Je parle d'un certain projet dont on a échangé. C'est un aspect réconfortant chez les ingénieurs, le béton. Hein? Oui, c'est ça, c'est un aspect réconfortant. Tu voulais réagir? Hein? Oui, sur le béton, non. Mais on en a beaucoup en France et c'est vrai qu'on l'aime bien. Non, sur le surdimensionnement, en fait, le surdimensionnement, c'est un choix qu'on va faire. Donc en général, on a une commande qui est de se prémunir vis-à-vis d'un certain niveau de risque. Comme on pourrait avoir une commande quand on va construire une salle de bain, d'avoir un certain nombre d'équipements à l'intérieur, en fait. Et rien n'empêche, en effet, de créer un ouvrage qui va se prémunir contre un risque supérieur ou d'avoir une salle de bain qui est 2 fois plus grande. Après, c'est un choix, en fait. C'est un choix qui est au détriment d'un autre foncier. C'est un choix qui doit être pris en compte. Mais ce qui s'est passé beaucoup sur ce type d'ouvrage, c'est qu'on définit un niveau de risque pour lequel on doit se prémunir. On fait un aménagement qui est surdimensionné. Et après, on vient nous dire « il coûte beaucoup plus cher ». Donc, il faut aussi... moi, je ne suis pas contre le surdimensionnement, mais après, c'est... faut que ça soit faut pas que ça soit masqué, en fait. Faut pas faire croire que l'aménagement il est prévu pour une période de retour de 10 ans et qu'il fait 30 ans et on va dire ouais, il tient pour 10 ans. Mais en fait, il tient beaucoup plus. Dans ce cas-là, il faut l'afficher qu'il tient beaucoup plus, quoi. Voilà, c'est pas contre le surdimensionnement. C'est plus le fait d'expliciter ça. Merci. Il y a Michel aussi qui avait envie de réagir. Oui, j'aimerais passer... t'avais... Oui, j'avais juste une chose à dire sur les dimensionnements. Quand on surdimensionne, on l'annonce effectivement, mais c'est vrai que ce n'est pas une pratique qui se fait. Parce qu'encore une fois, l'ingénieur est une bestiole bizarre qui se dit « faut que ça passe dans tous les cas possibles et jamais qu'on vienne m'en reparler de ma vie ». Donc, la gestion, c'est peut-être un poil trop élevé, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on peut avoir plus d'espace pour faire notamment des ouvrages avec des IV, dans le fond, moi, j'ai plutôt l'inverse parfois au niveau des villes de dire mais comment ça se fait que ça fait 5 ans qu'on est sur votre territoire, ça fait 5 ans qu'on essaye de faire des projets, on vous alarme de dire ça serait bien d'avoir un peu plus de verdure pour que je fasse la gestion des eaux pluviales plutôt que de faire ça obligatoirement dans des ouvrages souterrains. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles ils surdimensionnent d'une part, puis en plus de ça, il n'y a personne qui milite pour essayer de changer ce paradigme. Merci, Michel. Moi, je voulais passer du surdimensionnement aux surprises qu'on a parfois dans des projets, oui. Notre ancien bureau, on avait fait une petite expérience. On a décidé de se bâtir un bassin d'évapotranspiration. Donc, aucune infiltration via l'aide d'un fournisseur de sol que je ne nommerai pas, mais qui était dans la salle tantôt. On a pu obtenir une petite couche d'argile assez imperméable, merci. Fait qu'on a mis une bonne couche,
pour 30 cm d'argile. On a mis 30 cm de terreau par-dessus et on a planté des végétaux qui étaient connus pour transpirer énormément. Donc, on fait le test. Les gouttières, tout orientées vers le bassin en question, le drainage de la voie d'accès, le terrain, tout ça directement dans notre bassin. Pour pouvoir voir jusqu'où on était pour avoir de l'eau. Bien, jamais d'eau dans le bassin. Les plantes, ils transpiraient énormément l'eau, ça c'était clair. La deuxième année, on a demandé à notre déneigeur toute la neige de déneigement dans le bassin. On veut de l'eau, on veut voir. On a eu de l'eau au printemps une semaine, puis après ça, il n'y a fait plus d'eau du tout. Fait que des fois, oui, on pense, est-ce qu'on avait surdimensionné la chose parce qu'on prévoyait peut-être un 30 cm d'eau? Bien, c'était clair que c'était trop, mais on ne pensait pas que ça marcherait à ce point, cette évapotranspiration. Donc, les surprises, les surprises. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle, d'autres questions? Avancez-vous au micro, présentez-vous, voilà. Oui. Il était avant, oui. Ça marche, oui. Alors, beaucoup de notes, mais je vais en garder deux. Les Lyonnais n'ont pas le monopole des longs discours. Je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, le titre de la conférence, c'est les... Tu peux me le redonner? L'implantation et l'entretien Voilà. des phytotechnologies. Et deux obstacles importants pour moi sont, d'abord, pourquoi on choisit de faire des phytotechnologies? Souvent, on le fait pour d'autres raisons qui ne sont pas bonnes. Parfois, c'est la cerise sur le gâteau quand on fait des saillies de trottoir et après on se dit bon, il y a de la place, on met de la phytotechnologie. Sauf qu'en dessous, c'est pas drainant, ça ne permet pas à l'eau de partir ou autre. Deuxième élément, c'est que les échelles administratives ou territoriales ou de gouvernance ne correspondent pas à l'échelle naturelle. C'est-à-dire, par exemple, un bassin versant. Ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est-à-dire qu'il faut avoir un plan général. Quand on a une vision d'ensemble, par exemple pour du drainage d'eau, de la récupération de l'eau de pluie, ça se passe à l'échelle naturelle et non pas administrative. Or, ces deux échelles-là ne sont absolument pas les mêmes et souvent, les décisions qui sont faites sont des décisions soit politiques ou idéologiques. J'ai oublié de me présenter, je travaille pour la Ville de Montréal. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions aux commentaires ou on passe la parole... D'accord. Voilà, par acclamation. Merci pour le commentaire. Francine? Oui, moi, je suis Francine Bouche, architecte paysagiste à la Ville de Montréal et je travaille dans les rues. Et je suis très intéressée. Je voudrais en savoir un peu plus sur les devis d'entretien que vous faites quand vous faites un projet, là. Puis que même certaines fois, ça a fait échouer un projet parce que le devis d'entretien ne voulait pas suivre ou ne voulait pas être octroyé. Parce que je trouve ça très intéressant parce que l'entretien, c'est vraiment un gros problème, là. Puis il n'y a jamais d'argent, puis c'est jamais prévu. Puis même quand on le prévoit, dans les aménagements de rue, souvent, c'est qu'on demande 3 ans d'entretien. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. Puis je voulais savoir, c'est quoi votre truc pour faire échouer un projet plutôt que s'ils ne fournissent pas l'entretien? C'est assez catégorique, là, mais j'en suis rendue là. J'ai pas de truc, là, je sais pas sur... Mais enfin, la remarque, elle est vraiment intéressante, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, en fait. C'est pas les mêmes budgets, l'investissement et l'entretien, en fait. Donc, on peut prévoir beaucoup et après, on se rend compte qu'on a peu de moyens derrière. Enfin, je peux pas compléter plus sur ça, mais c'est vraiment fondamental, en effet, en amont, quoi. Bien, moi, je vais sauter un petit peu sur ce que vous avez dit. Gardez le micro, parce que quand vous parlez d'entretien pendant 3 ans, ça apparaît plus comme une assurance que les choses s'établissent correctement. Ce n'est pas nécessairement un suivi. Et vous avez parlé ce matin de quelque chose de bien intéressant, dans le sens qu'il y a un entretien qui est correctif et un entretien qui est préventif. Est-ce que justement dans les cahiers de charges, comment c'est décrit ces choses-là? Est-ce qu'effectivement, il y a un côté suivi? Bon, on va juste voir, tout va bien. Il y a un côté entretien, il y a un côté correctif. C'est quoi les chapitres qu'il y a dans vos cahiers?
Aujourd'hui, en fait, la démarche habituelle, en fait, c'est d'avoir une réception de l'ouvrage, de l'aménagement. Donc la réception, elle vérifie qu'il a été fait comme prévu, en fait, avec les limites de ce qu'on ne voit pas, en fait. Et je crois que c'est Alexandre qui en parlait sur le fait de demander, quand l'ouvrage est réalisé, d'imposer un suivi et de dire si l'ouvrage ne fonctionne pas, en fait, c'est à vous de le corriger. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait, mais c'est des choses qui sont vraiment super intéressantes à faire, ça. C'est ça, c'est toi qui en parlais, hein? Ouais. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant, en fait, de ne pas dire on peut faire la réception de l'ouvrage en vérifiant qu'il y a tout ce qui devait y être, mais de dire on va le suivre, ou alors ça fait partie du coût d'investissement qu'on paye aux prestataires, en fait, de suivre l'ouvrage pendant 6 mois. Et si les performances ne sont pas attendues au bout de 6 mois, en fait, c'est à l'entreprise qui a réalisé de corriger ça, en fait. Je pense que ça serait intéressant à faire. Pas forcément évident à faire, mais je pense que ça serait intéressant. Si je peux me permettre, oui, puis la problématique qu'on a souvent sur des grands projets publics, c'est que c'est un entrepreneur général qui va soumissionner sur le projet et c'est lui qui va être responsable de l'entretien. Il n'y en a rien à cirer. C'est un élément qui est très, très faible. C'est un prix très, très minime dans sa soumission, puis ne pas être payé pour ça, ça ne le dérange pas. Donc, on doit courir, puis c'est votre réalité aussi. Comme consultant responsable du suivi, je dois courir après un entrepreneur qui ne veut pas aller le faire, le travail. Et de l'autre côté, on a la ville qui reçoit les plaintes, évidemment, des citoyens et qui veut, mais qui n'a pas de moyens pour agir plus que ça du côté de l'entrepreneur. Fait qu'on a cet aspect-là, mais on est capable d'un petit peu bypasser d'une certaine manière dans les devis d'exécution, même s'il n'y a pas d'aspect qualitatif dans l'analyse des soumissions des entrepreneurs, on va quand même mettre certaines clauses, entre autres, ça va probablement faire plaisir à nos amis du centre de formation, mais d'exiger que dans les équipes qui vont faire des travaux et l'entretien, qu'il y ait minimalement une personne avec une formation en horticulture. Ah, on applaudit. Ouais. C'est pas tous les entrepreneurs qui respectent ça, mais déjà, ça donne vraiment une idée de ce qu'on veut s'attendre comme projet, puis du sérieux qu'on veut y mettre au niveau de la réalisation. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la réaction. Il y a plein de vie dans ce coin-ci. Noël, tu avais une question. Ouais, en fait, j'ai 2 petites questions. Une sur la maintenance préventive, prédictive, curative. Moi, ça me rappelle mon passé d'ingénieur dans des infrastructures, justement, des ouvrages gris. Là, puis je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une influence de ce monde-là, finalement, là-dedans? C'était ça ma première question. Puis la deuxième, c'est un peu pour tous les autres acteurs, c'est plus sur... il y avait l'exemple de ce matin là, à Québec de l'entretien qui était donné à une OBNL, en fait, puis on parlait de l'enjeu de l'entretien, l'implication des citoyens. Est-ce que justement des structures finalement de gouvernance type OBNL, coopérative, où finalement on intègre et on implique finalement les citoyens. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Non, je vois déjà les réactions. C'est un peu pour vous la question, mais c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut paraître une solution, peut-être pas demain matin, là, mais éventuellement? Là. Donc, ça. Je prends la première question, je vous laisse la deuxième. OBNL, je ne connais pas en fait, c'est pour ça. Organisme à but non lucratif. Donc, dans la salle, on a Phytoaction. Hein, Okay. Petite main d'applaudissement, Phytoaction. Ouais. Il y en a d'autres aussi, je n'ai nommé une autre ce matin, puis j'ai oublié son nom. La Sauverdi, bien sûr, une main d'applaudissement. Bravo. Pardon? La SQP, il paraît. La SQP? Eh bien oui, oui. Merci du rappel. Sur la première question, oui, on ne réinvente pas la roue en fait. C'est-à-dire que les démarches de gestion patrimoniale, elles existent depuis très longtemps. Elles ont été mises en place pour beaucoup d'infrastructures, des infrastructures comme des réseaux électriques, etc., qui sont plus éloignées et de manière plus proche sur les réseaux d'assainissement. Et l'objectif, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est on a des démarches très similaires à chaque fois. Et on a des objectifs similaires aussi de répondre aux performances. La définition que j'ai donnée, elle vient des réseaux d'assainissement, mais elle est adaptée de guides qui ont été faits en Angleterre, multi-infrastructures en fait. Donc la première chose, c'est
on a des méthodes qui fonctionnent pour gérer les patrimoines. Il faudra adapter des choses à l'intérieur, mais on a une très bonne base de départ. Et la deuxième réponse, c'est oui, on s'inspire aussi de ce qu'on fait en gestion des réseaux d'assainissement, parce qu'en fait, on parle beaucoup des ouvrages phyto et de gestion des eaux pluviales, mais quand on regarde la gestion de l'eau en ville, en fait, on doit la regarder dans sa totalité. Et si je regarde le risque d'inondation, je peux faire ce que je veux sur des ouvrages individuels. Si derrière, ça ne fonctionne pas parce que les réseaux sont bouchés ou pas entretenus, je n'ai pas mon service de protection contre les inondations. Et je peux faire ce que je veux sur les réseaux. Si à côté, les ouvrages que j'ai construits ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. Donc il y a un moment, il faudra aussi se poser la question d'avoir une gestion de l'ensemble des infrastructures vis-à-vis de certains services. Donc si on travaille très différemment sur des ouvrages phyto et des ouvrages complètement gris, on ne va pas réussir à mettre en commun. Donc oui, on s'inspire parce que c'est plus ancien, on a de l'expérience, mais il y a aussi oui, on s'inspire parce que en fait, il ne faut pas les travailler séparément. C'est un service, c'est plusieurs services qui sont donnés par la ville et il faudra les approcher ensemble, ces services. Merci beaucoup. Avant de faire rebondir la suite, pensez qu'on est pas mal autour de la durée qu'on avait prévue. Donc, dans votre réponse, essayez d'inclure un petit mot de la fin, là. En fait, je vais commencer comme je suis assez rapide. Pour la question citoyenne, là, puis je regarde Alexandre, juste pour être certaine, mais à Granby, je ne dis pas que c'est impossible, mais assurément, je ne peux pas me fier sur ce poids-là pour assurer un entretien adéquat, ça, malheureusement. Je vais juste vous donner l'exemple. On a des projets où les citoyens proposent des projets environnementaux que la Ville réalise. Et là, quand moi, je demande aux citoyens, est-ce que vous souhaitez prendre part activement au projet jusqu'à mettre la main à la pâte, à ce jour, ça ne s'est pas produit. Donc, c'est déjà des gens qui étaient hyper impliqués parce qu'ils ont proposé un projet, mais ils ne sont pas impliqués au niveau de terrain. Puis, en fait, je crois fermement qu'on fait tous un métier d'avenir. Je crois fermement qu'on a tous à gagner puis qu'on est des acteurs extrêmement importants et privilégiés. Donc, continuons dans notre avenue, ingénieurs, architectes paysagistes, horticulteurs et tous ce que nous sommes. Main dans la main. C'est Main beau. dans la Hey, wow, belle finale. Michel. Il y a tant de choses à dire. Je pense qu'il est temps aussi que les infrastructures vertes soient considérées au même titre que les infrastructures grises. Oui, une main d'applaudissement pour ça, s'il vous plaît. Première des choses, on a des spécialistes, on fait des inspections d'infrastructures grises dans les municipalités. Pourquoi qu'on n'a pas de spécialistes qui font des inspections d'infrastructures vertes? Et j'irais même plus loin, pourquoi qu'on n'a pas d'équipe pluridisciplinaires qui font les inspections dans l'ensemble. Donc, on considère que le gris et le vert ensemble, puis qu'on arrête de travailler effectivement en silo. Puis, je tiens à le mentionner, il y a plusieurs ingénieurs ici présents. On n'avait pas ça, Jacques, au tout début de l'SQP. Puis, il y a ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Puis, je pense qu'il faut que ça apparaisse dans les ouvrages. On le fait déjà en planification ensemble au niveau des firmes, mais au niveau de l'inspection, au niveau du suivi, je pense qu'on aurait tous intérêt à pouvoir travailler ensemble puis qu'il y ait des mandats pour pouvoir épauler nos collègues qui sont dans les villes, là, de pouvoir leur donner un petit coup de main. Oui, merci. C'est tellement important, l'inspection. Là, je me souviens, mon doctorat portait sur les bandes riveraines. Et les bandes riveraines en milieu agricole, c'était souvent les inspecteurs en bâtiment des petites municipalités qui allaient les inspecter. Qu'un inspecteur en bâtiment dans le fond d'un champ, c'est ça. Remarque qu'il avait peut-être grandi là, toute sa famille était là, mais c'est ça. Ils ne sont pas formés pour. Daniel. Pour répondre à l'autre question d'avant, c'était... Oui, vous avez le droit de répondre. Sur les OBNL, le seul cas que je connais, c'est le marché public de Longueuil. Je pense que c'est une OBNL de réinsertion sociale qui fait l'entretien. Je pense. Mais bon, c'est beaucoup de gestion pour une ville de gérer des OBNL en plus. Je ne sais pas si c'est la solution. C'est peut-être moins cher, mais bon. Et moi, je vais finir en terminant en disant que il y a encore beaucoup de besoins pour de la recherche. Et j'interpelle les gouvernements, entre autres le gouvernement fédéral qui n'a pas augmenté le financement de la recherche et des bourses de nos étudiants. Des bourses des étudiants. Une main d'applaudissement, on augmente les bourses des étudiants, s'il vous plaît. C'est ça. Si on veut de la recherche, bien, ça prend du financement de la recherche et puis ça prend des étudiants qui sont ceux qui font les projets. Alors, voilà.
Merci beaucoup, Daniel. Donc, je te permets un mot de la fin, vu que tu nous viens de loin, délégué noble d'Outre-mer. Moi, ma vision, c'est que ça soit en France ou ailleurs, en fait, les pratiques, elles ont fortement évolué grâce justement au milieu associatif, en fait. On est beaucoup impliqué dans ces milieux associatifs. On peut venir de collectivités, on peut venir de bureaux d'études, on peut venir de l'université. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait bouger les lignes, parce que c'est des endroits où déjà, on vient tous bénévolement. Donc si on vient bénévolement, c'est qu'on a des choses à partager ou à apprendre. Et on produit des documents ensemble. Il y a des événements comme ça qui permettent aussi de faire avancer beaucoup. Et moi, je pense que les associations, il y a quand même aussi beaucoup de précarité, en fait, parce que c'est basé sur le bénévolat, sur des fonds, etc. Mais c'est vraiment le cœur qui fait que tout le monde se concerte et qui fait aussi qu'on se concerte entre différents métiers, mais aussi entre différentes disciplines. Et voilà, mon mot de la fin, c'est moi je vois vraiment que ça avance grâce aux associations, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Et ça, c'est vraiment important de continuer à soutenir et d'avancer grâce aux associations. Alors, une belle main d'applaudissements pour la SQP. Qui était... Jacques, je ne peux pas m'empêcher de te demander ton mot de la fin parce que je pense que ce panel-là te tenait beaucoup à cœur. Est-ce que tu es satisfait de l'expérience? As-tu quelque chose à renchérir? D'abord, je remercie beaucoup les panélistes là, pour leur point de vue. Ça a été extrêmement intéressant. Donc oui, effectivement, je suis très satisfait de ce qui se passe. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité à t'accompagner et merci beaucoup au troisième animateur aussi. J'ai trouvé ça très enrichissant. Merci beaucoup. Et de toute évidence, il y a eu un progrès énorme en phytotechnologie depuis les 15-20 dernières années au Québec. Immense, mais il y a encore beaucoup de projets à faire, beaucoup de progrès à faire. Et il y a encore, on le voit dans la discussion qui a eu lieu, il y a des enjeux à soulever, mais ce qui est très encourageant, c'est de voir qu'il y a plein de jeunes qui sont là, qui vont travailler fort pour faire avancer ces enjeux-là.